Chapitre 1. Le visage d'une fille de fermier, qui, apparemment, a oublié d'être belle. Dans le pittoresque et boueux petit village de Gwynedale, niché entre une colline infestée de moutons et un champ de navets au parfum suspect, vivait une fille nommée Isolde, qui avait commis le péché le plus grave qu'une fille de noble naissance puisse commettre. Elle avait l'air d'avoir rencontré le soleil et d'en être sortie vivante. Pour être juste, Isolde n'était pas ce qu'on appellerait hideux. Elle avait deux yeux, présents et majoritairement symétriques, un nez, fonctionnel, une bouche, fréquemment utilisée pour remettre en question l'autorité, et une tête pleine de cheveux châtains épais qui brillaient de manière provocante au soleil. Mais hélas, en l'an de grâce 1351, la beauté ne se mesurait pas à la personnalité, à l'esprit ou même à la propreté. Elle se mesurait à la pâleur, à la fragilité et à la superficie du front. Isolde était, malheureusement, née avec un teint qui suggérait qu'elle avait vu le jour. Sa peau avait la teinte chaude de quelqu'un qui avait l'audace de jardiner sans coiffe. Pire encore, ses sourcils étaient foncés, fournis et mobiles, capables de se lever en jugement ou de se froncer en rébellion. Cela, dans une société où les femmes s'épilent les sourcils jusqu'à ce que leurs expressions ressemblent à celles de moutons perpétuellement surpris, était un scandale. Tu ne te marieras jamais au-dessus d'un charron avec des sourcils pareils, se lamentait souvent sa mère, en remuant le ragoût de chou avec la passion d'une femme dont les rêves s'étaient depuis longtemps évaporés. Isolde levait les sourcils, les deux, et murmurait « Alors je suppose que je devrais épouser par amour ». À quoi sa mère réagirait avec un soupir, comme si elle avait proposé de coucher avec le diable et de s'enfuir en France. Son père, Lord Aldric de Gwynedale, un titre aussi noble qu'un sceau percé, s'était depuis longtemps résigné à l'idée que sa fille était invendable selon les normes actuelles. Il passait ses journées à bricoler une oie mécanique qui coinçait quand elle était menacée, une merveille d'ingénierie et complètement inutile dans tous les contextes. Gwynedale lui-même était un village où rien ne se passait jamais. C'est pourquoi tout s'y passait toujours. Les commérages circulaient plus vite que la maladie, et les villageois avaient maîtrisé à la fois la transmission et les reconstitutions dramatiques. À l'âge de 17 ans, Isolde avait déjà été accusée de sorcellerie 2 fois, non pas pour avoir jeté des sorts, mais pour posséder un livre avec des pages, et une fois pour avoir sifflé en faisant du pain, la pâte levée de manière suspecte. Un jour lumineux et tragiquement ensoleillé, Isolde était sur le toit de leur manoir délabré, qui était en réalité plus une grange qu'un château, grattant la mousse de la chaume et imaginant un monde où les femmes étaient autorisées à avoir des pensées et des sourcils. Elle avait relevé ses jupes, retroussé ses manches, le visage rouge d'effort, et fredonnait une vieille mélodie à propos d'une laitière qui s'était enfuie avec un moine. Spoiler, ça ne s'est pas bien terminé. C'est alors qu'elle l'entendit, le bruit des sabots d'un messager royal qui s'approchait. Pas n'importe quel messager, mais celui avec des étriers en argent, une tunique qui n'avait jamais connu la sueur, et le rictus supérieur de quelqu'un qui avait personnellement rencontré le cheval d'un duc. « Dame Isolde de Gwynedale » beugla-t-il dans le ton d'un homme peu soucieux de grammaire. Isolde plissa les yeux en le regardant depuis le toit. « Tu devras être plus précis. Nous sommes 3. L'un d'eux est une chèvre. Par décret royal, vous êtes convoqué à la cour de son Altesse la princesse Éléonore pour servir comme dame d'honneur. » Avec effet immédiat, elle cligna des yeux, tombée du toit, avec dignité, et a atterri dans une charrette de choux. À l'heure du souper, le village était en émoi avec des spéculations. La vieille Maude prédisait qu'Isolde avait enfin été choisie comme sacrifice royal.
Le forgeron local paria 3 clous et une chope de bière que c'était une erreur administrative. La mère d'Isolde pleura dans sa bouillie d'oignons, en gémissant « Ils ont enfin réalisé qu'elle est noble !» Isolde elle-même était moins enthousiaste. « Savent-ils que j'ai des taches de rousseur ?» demanda-t-elle au messager pendant le trajet vers la cour. « Ou des genoux qui fonctionnent ?»« Ils régleront ça », répondit-il de manière énigmatique et lui tendit un pot de pâte blanchissante qui sentait le désespoir et le vinaigre. Au moment où les portes du château se profilèrent devant elle, Isolde avait déjà appris 3 choses. La pâte blanchissante brûle comme le péché. Les corsets ont été inventés par quelqu'un qui détestait les côtes. La cour n'était pas un endroit pour réfléchir, ou respirer, ou cligner des yeux trop confiants. Elle fut conduite à travers un labyrinthe de couloirs de pierre résonnants, passant devant des tapisseries de femmes pâles, regardant de manière significative des fruits, et finalement déposée dans une chambre remplie de plus de dentelle que de logique. Là se tenait la princesse Éléonore, une vision en plomb blanc et perles écrasées, son front assez vaste pour accueillir un tournoi de joutes. Éléonore cligna lentement, évaluant Isolde comme on inspecterait un radis mal élevé. « Alors, dit-elle, tu es celui avec les peints sourcils. » Isolde fit une révérence. « 2 d'entre eux, votre Altesse. » Entièrement fonctionnel. La princesse sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. « Nous verrons bien. » Ainsi commença le voyage d'Isolde, dans un monde où la beauté était douleur, l'individualité était trahison, et les fronts étaient l'ambition incarnée. Mais même lorsqu'il lui raclait la peau, lui décolorait les sourcils et tentait de la façonner en la parfaite demoiselle de cour, une petite partie rebelle d'elle demeurait. La partie qui sifflait encore en faisant du pain. La partie qui avait un jour dit « Je suppose que je devrais me marier par amour », et surtout la partie qui refusait de disparaître. Chapitre 2. Eau de Javel, rouge à lèvres et la bataille des sourcils. Dès le moment où Isolde fut assignée au hall de la Vierge Harmonieuse, un nom à peine moins ironique que tour de l'Inquisition pacifique, elle sut qu'elle était dans de beaux draps. La salle était remplie de filles qui avaient été décolorées, épilées, maquillées et pressées jusqu'à ressembler à des figurines en porcelaine conçues par un moine avec des problèmes d'intimité. Lady Verna, la chef des corrections esthétiques, accueillit Isolde avec la chaleur d'une truite morte et l'enthousiasme d'un audit fiscal. « Bienvenue dans votre transformation », dit-elle en désignant une table couverte de peau, de poudre et de plusieurs paires de pincettes qui brillaient comme des instruments de torture. « Il est temps de te rendre. » Présentable. « Je pensais déjà être présentable, » murmura Isolde. Lady Verna leva un sourcil. « Et je pensais que les cochons volaient. » Pourtant, nous y sommes, tous les deux déçus. En quelques minutes, Isolde fut déshabillée, frottée et enduite. Une solution de blanc d'œuf vinaigré fut appliquée sur son visage, durcissant en une croûte qui rendait la parole presque impossible, un changement bienvenu, selon plusieurs autres filles. Ensuite vint la fameuse poudre de plomb, généreusement appliquée avec un pinceau assez grand pour peindre une grange. « Ne pas inhaler », avertit Lady Verna. « Pourquoi ? Est-ce que ça va me tuer ?» Isolde demanda. « Non. Pire, cela causera un teint irrégulier. » Ils ont travaillé sur elle pendant des heures. Ses cheveux étaient tirés en arrière jusqu'à ce que son front puisse servir de cadran solaire. Ses sourcils avaient été épilés jusqu'à l'oubli. Ses lèvres étaient tamponnées avec une pâte qui sentait vaguement la betterave et les rêves brisés. À un moment donné, quelqu'un a suggéré de peindre des veines bleues sur ses joues pour ajouter de la délicatesse. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » gazouilla une fille nommée Prudence. « Bientôt, tu ne te reconnaîtras même plus.
Je ne me reconnais déjà plus, dit Isolde, étouffée sous une compresse de perles écrasées et de regrets moraux. Après l'agression physique vint l'endoctrinement à l'étiquette. Lady Verna a démontré la manière correcte de faire une révérence, pas comme une vache en train de mettre bas, de marcher, glisser, ne piétinez pas, vous êtes un ours, et de s'asseoir, genoux ensemble, pas plus d'une émotion visible à la fois. Isolde a échoué à la plupart des tests. Elle avait tendance à cligner des yeux trop rapidement, à marcher avec enthousiasme et à poser des questions comme « Pourquoi peignons-nous des veines fausses ?» Les gens ne peuvent pas simplement avoir des veines. Les questions, il s'est avéré, étaient mal vues. Les opinions aussi, et certainement des sourcils. Les autres dames en formation l'évitaient, certaines par peur, d'autres par jalousie. L'esprit naturel d'Isolde et son incapacité à prendre quoi que ce soit au sérieux étaient comme de l'ail pour la gravité vampirique de la beauté de cour. Une seule fille osait lui parler avec gentillesse, une fille rondelette et perpétuellement en sueur nommée Brigide, qui était déjà en réhabilitation esthétique depuis 2 ans et avait encore un reste de sourcils rebelles qui refusait de disparaître. « Tu penses que c'est mauvais maintenant ?» Brigide murmura une nuit, alors qu'ils nettoyaient leurs brosses à blanchir. « Attends de devoir porter la collerette. » Le point cône. Le N1. 2 pieds de haut. Une fille a trébuché et est tombée dans l'escalier en colimaçon. Elle n'a même pas estompé son blush. Morte avec des pommettes parfaites. Les jours passèrent, puis des semaines. Isolde commença à se transformer. Sa peau, maintenant aussi pâle qu'une oie effrayée, se mêlait à celle des autres. Sa ligne de cheveux avait reculé comme un soldat désertant une guerre sans espoir. Sa voix s'était adoucie, son rire réprimé. Elle avait été entraînée à soupirer, à baisser les yeux, à grignoter du pain au lieu de mordre. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillonnait encore. La nuit, quand les autres filles rêvaient de maris nobles et de pouvoirs parfumés, Isolde restait éveillée et fixait les poutres au-dessus de son lit, se demandant si quelqu'un avait déjà échappé à tout cela en gardant son intégrité. C'est pendant l'une de ces nuits sans sommeil qu'elle erra dans l'ancienne aile Hête, abandonnée, poussiéreuse, supposément hantée. Là, elle tomba sur quelque chose d'inattendu. Un homme. Pas n'importe quel homme. Une silhouette grande et maigre, couverte de charbon de bois, entourée de toiles, fixant intensément une toile vierge. Il se retourna, surpris. « Tu n'es pas un fantôme. »« Ça dépend de qui tu demandes, » répondit Isolde. Il plissa les yeux en regardant son visage. « Tu avais des sourcils autrefois, n'est-ce pas ?» Elle cligna des yeux. « Comment as-tu pu le deviner ? Ils hantent ton expression, comme des fantômes de défiance. » Ainsi, elle rencontra Lucien, le peintre officieux de la cour, pour les choses que personne ne voulait peindre. Leur conversation ce soir-là était étrange, irrévérencieuse et profondément réconfortante. Il a esquissé ses mains. Elle lui a parlé de mousse et de oie mécanique. Il a dit qu'elle ne ressemblait pas aux autres. Elle lui a dit que c'était le problème. Il a proposé de la dessiner. La vraie, elle. Celle d'avant la poudre, l'épilation, la chute de l'estime de soi. « Ça va faire mal ?» demanda-t-elle. « Seulement ta réputation, » dit-il. Et Isolde, avec un sourire tremblant sous une croûte de poudre et de déception, murmura « Bien, laisse-le saigner. » Chapitre 3. Portrait d'une fille en feu, mais d'une manière cool. Lucien, comme il s'est avéré, était la déception officieuse de la cour, un artiste banni dans l'aile et pour avoir peint trop de vérité et trop peu de menton flatteur.
Il avait un jour osé capturer le grain de beauté d'une duchesse dans des proportions exactes. Il n'avait plus jamais peint de la royauté. Depuis lors, il s'était occupé de commandes mineures, de nus scandaleux, principalement de pigeons trop confiants, et maintenant, apparemment, de portraits de jeunes femmes rebelles couvertes de craie pour le visage. « Je veux capturer le vrai vous », dit Lucien, en désignant un tabouret aussi branlant que la monarchie. Pas la version de Banshee décolorée qu'ils ont fabriquée. Isolde se percha avec précaution, le corset craquant en protestation. Et si le vrai moi n'existe plus? Lucien trempa son pinceau, la regarda et dit « Elle existe. Elle est juste ensevelie sous 17 couches de propagande esthétique et de blanc d'œuf. » Ce qui a suivi était en partie une séance de pause, en partie une thérapie, en partie un cours d'art, et en partie une rébellion clandestine. Au cours des nuits suivantes, Isolde s'est faufilée de nouveau dans l'atelier de Lucien, enlevant ses couches extérieures, de vêtements et de performances, et se laissant simplement exister. Elle a ri. Elle a parlé. Elle a même chanté une chanson folklorique plutôt explicite sur un navet qui a séduit un fermier. « Charmant », avait dit Lucien, bien que je ne regarderai plus jamais les légumes racines de la même manière. Son portrait prenait forme, pas seulement en peinture, mais en émotion. Il a capturé son sourire, à moitié tordu, à moitié défiant. Son nez, non pas délicat, mais déterminé. Et surtout, ses sourcils entièrement restaurés et aussi rebelles que jamais. Ceci, déclara-t-il, est un visage qui pose des questions. C'est aussi un visage qui est tombé dans une charrette de choux, ajouta Isolde avec bienveillance. Au moment où le portrait fut terminé, Isolde ressentit une chose étrange, comme si elle existait en dehors de la tente poudrée, comme sa peau, bien que tachée de plomb, conservait encore de la chaleur, comme si son âme n'avait pas été complètement blanchie. « Tu ne peux montrer ça à personne, » avertit-elle. « Trop tard, » dit Lucien. Car il avait inscrit la peinture au festival annuel des expressions vertueuses de la cour, un événement si agressivement de bon goût qu'il faisait revenir le vin à l'état de raisin. « Es-tu fou ?» Isolde piaffa. « Ils vont me rôtir vivante. Ou pire, me marier avec un baron qui sent le vinaigre. » Lucien haussait les épaules. « Je l'ai renommée. Ils pensent que c'est une œuvre intitulée « Allégorie du deuil ». Tu es le symbole de la pureté perdue dans un monde pécheur. Est-ce que c'est un code pour avoir un visage? Basically. Le jour du festival arriva avec toute la subtilité d'une bande de cygnes en chaleur. La cour se remplit de nobles, de savants et de gens qui disaient trop souvent « Des peintures ornaient le couloir, des nymphes éthérées, des anges tristes, et un sein plutôt musclé qui ressemblait étrangement au boulanger du coin. Et puis il y avait elle, le tableau. Une fille assise, fière, pas de veines fausses, pas de lèvres bleues, pas de teint évitant le soleil. Juste Isolde, froncée et audacieuse, ayant l'air de pouvoir éclater en chant ou mettre le feu à une doctrine. Les murmures se répandirent. Certains étaient scandalisés. Certains étaient abasourdis. Un noble âgé s'évanouit dans un pudding. Lady Verna devint d'une teinte de rose auparavant réservée au jambon bouilli. Qu'est-ce que pensait Pan que ça? C'est une femme, dit Lucien, en pleine possession de son visage. Scandaleux! Lady Verna cria. Elle a l'air émotionnellement hydratée. La princesse Éléanore est arrivée en retard, toujours à la mode, toujours avec au moins un oiseau en danger cousu à son corsage. Elle fixa la peinture pendant longtemps, puis à Isolde, puis de nouveau vers la peinture,
et avec la grâce de quelqu'un qui avait appris à pleurer sans perturber son rouge aux joues, elle dit « Intéressant ». C'était le mot le plus dangereux à la cour. Plus dangereux que « trahison »,« enceinte » ou « nous sommes à court de vin ». Isolde fut convoquée immédiatement au solarium royal. Le solarium était l'endroit où les secrets étaient chuchotés et les réputations exilées. Ça sentait la lavande, la peur et les poires cuites. Elanor se tenait à la fenêtre, les mains croisées comme en prière ou en prélude à une décapitation. « Vous avez embarrassé la cour, » dit-elle. « Oui, Votre Altesse. » « Vous avez désobéi aux directives de Lady Verna. » « Repeatedly. » « Tu portais pan des sourcils. »« C'est les miennes. » J'ai vérifié. Elanor se retourna. Son expression était indéchiffrable, bien que sa narine gauche tressaillît de manière inquiétante. « Je t'envie, » dit-elle. Isolde cligna des yeux. « Pardon ?» Elanor s'approcha. Son front brillait pratiquement sous le rayon de soleil. « Tu crois que j'avais envie de m'arracher la peau? M'épiler, me décolorer et me maquiller pour correspondre à un idéal que je ne peux même pas maintenir jusqu'au dîner? Honnêtement? » Yes. La princesse sourit, à peine. J'avais des taches de rousseur. Blasphémie. Je sais, elle soupira. Mais cette cour ne veut pas de femmes. Elle veut des statues. Je me trouve juste être le plus poli d'entre eux. Elles restèrent silencieuses un moment. 2 femmes, l'une poudrée en un mythe. Une dépouillée de son mythe. Je ne peux pas te protéger, dit finalement Eleanor. Mais je ne t'arrêterai pas non plus. Ça me va, dit Isolde. Je m'habitue à avoir des ennemis. Ils sont presque réconfortants. Alors qu'elle se retournait pour partir, Eleanor l'appela. Encore une chose. Garde le portrait caché. Si le clergé s'en mêle, ils appelleront ça de l'hérésie. Ils ont déjà qualifié ma soupe de démoniaque une fois. Je suis habitué aux opinions tranchées. De retour dans l'aile est, Lucien avait déjà caché le tableau derrière une tapisserie du lavement des pieds de Sainte Mildred. Personne n'osait regarder derrière. Jamais. Brigide a étreint Isolde le lendemain. « Tu l'as fait, » murmura-t-elle. « Tu leur as montré. Tu avais des sourcils. »« Je ne les ai pas montrés, » dit Isolde. « Je leur ai rappelé. » Elle jeta un coup d'œil aux autres filles, poudrées, parfaites et incertaines de leur existence sous tout ça. Une à une, elles commencèrent à parler. Pas fort, pas audacieusement, mais ils chuchotaient. À propos des taches de rousseur, à propos des grains de beauté, à propos des jours passés à courir librement, sans maquillage, sans remords. Ce n'était pas une révolution. Pas encore. Mais c'était quelque chose. Et parfois, tout ce qu'il faut pour commencer une rébellion. C'est un portrait. Chapitre 4. Les guerres de blanchiment. Mort par complexion. Dans les jours qui ont suivi l'incident des sourcils, maintenant murmuré à travers le royaume sous le nom de le Browening, une étrange énergie s'est installée sur la cour. Ce n'était pas une rébellion ouverte, plutôt une gêne polie et parfumée, comme si les tapisseries elles-mêmes envisageaient de cligner des yeux. Lady Verna, évangéliste en chef du Cult of Pasty Perfection, a déclaré la guerre. Pas une guerre métaphorique. Guerre réelle. Elle avait mobilisé son armée, une brigade d'élite de boticiennes, appelée l'Ordre de l'éponge sanctifiée. Leur devise. Si la peau respire, elle pêche. Chacun portait des ceintures chargées de spatules, de pinceaux, de pinces à épiler et de petits pots remplis de pâtes dangereusement expérimentales qui sentaient le lait aigre et le désespoir imbibé de vinaigre. Ils avançaient en formation,
essuyant et blanchissant avec la précision d'une sainte croisade. L'opération Snowface commence à l'aube. Verna cria, se tenant debout sur une caisse de poudre de visage périmé, comme un général de guerre halluciné par les vapeurs de mercure. Les cibles, toute jeune fille qui osait afficher un teint visible, des pores, ou, Dieu nous en préserve, de la couleur dans ses joues qui n'avait pas été acquise grâce à une pâte de pigments suffocante. Qu'aucun rouge ne soit laissé sans régulation. Verna rugit. Pendant ce temps, dans l'ombre de l'aile est, Isolde menait sa propre révolution plus silencieuse. Chaque nuit, elle enlevait ses couches de pâte, murmurait des incantations comme « hydrater » et osait sourire sans appliquer de baume au vinaigre sur ses lèvres. Le portrait était toujours caché, mais ce n'était plus simplement une image. C'était une relique, un symbole, un manifeste encadré dans le scandale. Lucien, toujours le fier complice, commença à esquisser en secret des filles anonymes, taches de rousseur, grains de beauté, même pattes d'oie. J'ai dessiné une fossette au menton hier, murmura-t-il avec la joie d'un hérétique. Je pense que ça m'a changé. Mais les guerres de blanchiment ont escaladé. Lady Verna a commencé les procès. Jeune fille après jeune fille était traînée devant le tribunal pour des infractions telles que vitalité des joues, défi de la lèvre supérieure et pigmentation des mamelons indignes d'une dame. Les punitions allaient du reblanchiment à la confession obligatoire devant l'archevêque du Thym, un homme dont le visage s'était depuis longtemps transformé en parchemin. Une fille, Claribel, a été surprise en train d'utiliser des fraises écrasées sur ses joues. « C'était pour mon dessert », pleura-t-elle. Verna l'a condamnée à 7 jours de pénitence en porcelaine, un processus impliquant des lavements à la poussière de craie et 12 heures sous des miroirs réfléchissants. Isolde en avait assez vu. « Il est temps, » dit-elle à Brigide une nuit, « pour une contre-offensive. » Brigide cligna des yeux. « Tu veux dire comme une véritable offense ?»« Oui, avec du rouge. L'opération Rouge Uprising est née. En utilisant des betteraves de contrebande, des mûres et les pigments de pigeon nude laissés par Lucien, Isolde et ses camarades rebelles créèrent la contrebande la plus dangereuse que la cour ait jamais vue, du blush naturel. Au début, ils le portaient en secret, un petit coup ici, un coup là. Mais bientôt, le rouge se répandit. Les filles commencèrent à assister au thé avec une légère rosée sur les joues. Certaines, soupirent, l'ont même assorti avec de réelles émotions. Lorsque Lady Verna eut vent de cette trahison chromatique, elle entra dans une rage poussiéreuse de plomb. « Je ne veux pas de femme qui haine l'air. »« Vivante !» cria-t-elle, lançant un bol de pâte de perles contre un miroir, qui se brisa immédiatement sous la toxicité cosmétique. Elle appela Éléonore. « Votre Altesse, nous sommes au bord de l'effondrement. Il y a des rumeurs de points de peau dorés au soleil dans l'aile nord. » Éléonore, désormais habituée à des complications liées aux sourcils plus nombreuses que celles qu'une éducation royale l'avait préparée à affronter, soupira. « Et que veux-tu que je fasse, Verna ?»« Déclarer la loi martiale esthétique. » Verna gémit. « Exiger un reblanchiment complet. Interdisez les betteraves. Exécutez les rousses. »« Je n'exécute personne pour pigmentation, » répondit Éléonore. « Nous ne sommes pas Rome. » Verna a haleté, a serré son pot de poudre illuminatrice à l'arsenic et est sortie en tempêtant, en murmurant quelque chose sur l'Apocalypse. Cette nuit-là, Éléonore envoya un message à Isolde. Il ne contenait que 3 mots. « J'ai vu Claribel. » Le lendemain matin, Claribel réémergea de sa pénitence. Son visage était spectral.
pas élégamment fantomatique, véritablement spectrale. « Je crois que j'ai vu sainte Mildred, » murmura-t-elle. Elle a dit que mes pommettes étaient trop ambitieuses. Isolde prit sa décision. Lors du prochain banquet, une affaire somptueuse célébrant le 3e mariage et la 5e faillite d'un duc, elle fit son mouvement. Alors que les nobles buvaient du vin de prune et faisaient des commérages sur les fronts qui avaient atteint de nouveaux sommets architecturaux, Isolde se leva son gobelet et dit à haute voix « À la santé, au courage et à la couleur ». Puis elle retira son voile. Ses joues étaient rouges, naturellement. Ses lèvres brillaient, naturellement. Son front, bien que toujours impressionnant de hauteur, était non maquillé. Des soupirs résonnèrent. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Lucien a applaudi exactement une fois. Eleanor ne l'a pas arrêté. Lady Verna cria comme un perroquet privé de miroir. « Garde ! Arrêtez cette femme vivante !» Mais les gardes étaient trop confus. L'un d'eux rougit spontanément. Une autre murmura « Elle a l'air un peu radieuse ». Et tout d'un coup, la pièce commença à changer. Une duchesse tamponna discrètement ses joues avec le bord taché de vin de sa serviette. Une jeune fille déboutonna son col. Même un moine de passage regardait une fraise avec contemplation. Cette nuit-là, le régime blanchissant a craqué. Verna s'est enfermée dans le spa de la tour et a été vue pour la dernière fois en train d'essayer d'exfolier le concept de rébellion. Dans l'aile S, le portrait d'Isolde a enfin été découvert. Et cette fois, il n'était pas caché. C'était encadré, éclairé, admiré. Les guerres de blanchiment n'étaient pas terminées, mais pour la première fois en des décennies. La couleur était revenue à la cour. Chapitre 5. Le spectacle de la douleur et de la poudre à Pancakes. Dans un acte de panique bureaucratique déguisé en tradition royale, la cour des Ardennes annonça le retour de l'événement le plus sacré, vénérable et entièrement terrifiant de la saison. Le spectacle de la beauté vertueuse. Une compétition si ridicule, si désespérément absurde, qu'elle faisait paraître la joute comme un simple désaccord poli. Lady Verna, récemment rétablie d'une semaine de détox auto-induite, impliquant des lavements au lait de chèvre et de l'encens au charbon, est revenue à la cour rajeunie et complètement déséquilibrée. Ce concours, déclara-t-elle avec la conviction d'un prophète sous sucre glace, déterminera une fois pour toutes qui incarne la femme idéale, douce, silencieuse et suspectement incolore. Les règles étaient simples. Chaque demoiselle devait démontrer de la grâce, de la pureté et de la pâleur. Tout fard d'ajout était interdit. Des points bonus sont attribués pour les expressions de terreur timides et la capacité de s'évanouir sans tacher le maquillage. Le prix, une tiare en or, une année de poudre de perles et, plus troublant encore, un contrat de mariage avec le duc Réginald de Swynford, un homme si riche que ses taupes avaient des titres. Isolde, naturellement, fut contrainte d'entrer. « Tu es notre symbole maintenant », dit Brigide en lui tendant un pot de mucine d'escargot avec la gravité d'un prêtre offrant les derniers sacrements. « Je préférerais combattre un dragon », murmura Isolde. « Peut-être, » dit Brigide. Verna lance une nouvelle formule de fond de teint. C'est inflammable. La formation a commencé immédiatement. Verna a dirigé des ateliers intensifs sur le soupir féminin, la posture rigide et l'art obscur du regard vers le bas avec intention. Isolde a échoué à l'examen de lancer de voile, a laissé tomber son éventail lors de la répétition de simulations de cours et a ouvertement bâillé pendant la séance sur « Comment sourire sans perdre son autonomie ».
C'est pire qu'un camp d'entraînement à l'étiquette, murmura-t-elle à Lucien une nuit. Sauf que les bottes sont remplacées par des pantoufles qui pincent les orteils et les exercices consistent à sourire à travers une suffocation sociale. Pourtant, le jour arriva. La grande salle a été transformée en arène de spectacle, ornée de pétales de rose, de tapisseries et d'une quantité suffisante de poudre réfléchissante dans l'air pour aveugler une petite armée. Le panel de juges comprenait l'archevêque de complexion, Lady Verna, bien sûr, duchesse Mildred la Misérable, et un buste inanimé de la reine Adélaïde, que tout le monde faisait semblant de voir hocher la tête. La première concurrente, Lady Petronella, flotta sur la scène comme un cadavre sur des patins à glace. Ses joues scintillaient de 12 couches de pâte pâle, son sourire si tendu qu'il pouvait couper du fromage. Elle récita un poème sur la pureté intérieure tout en serrant une colombe morte. Des applaudissements polis. Vint ensuite Lady Célestine, dont le mouvement signature consistait à s'effondrer doucement dans une chaise en murmurant « Oh mon Dieu !» comme si elle était hantée par ses propres chevilles. Puis, ce fut le tour d'Isolde. Elle marcha en avant. Pas glissé, pas plané, marcher, avec du poids, avec des pas, avec audace. Elle portait une robe en tissu simple, non teint, sans forme, complètement dépourvue de corset rigide ou de sous-vêtements métalliques. Son visage, naturel, rayonnante. Sourcils, entièrement présente et actuellement levée en défi ironique. Des soupirs, un évanouissement poudré au 3e rang. Elle fit une révérence, profondément, avec audace, avec les 2 genoux et une lueur dans les yeux qui disait « Oui, je fais ça exprès ». Puis elle parla. Je me tiens devant vous non pas comme une statue, ni comme un ornement silencieux, mais comme une femme, tachée de rousseur, imparfaite et sans filtre. L'archevêque s'étouffa avec son dos de rose. Lady Verna commença à vibrer. On m'a dit que je devais être pâle pour être pure, douce pour être désirable, et muette pour être respectable, continua Isolde. Mais je crois que la vertu n'est pas poudrée, peinte ou arrachée. Elle se vit, loudly. Quelqu'un a applaudi, puis 2, puis 10. Lucien se leva et fit une révérence théâtrale. Lady Verna, crachant de rage, se lança sur la scène dans un tourbillon de poudre et de vengeance. « Elle est disqualifiée !» Verna cria. Son éclat, c'est biologique. Elanor se leva. Pour l'amour de la logique, Verna, assieds-toi avant d'éclater un pore. Le buste de la duchesse se fissura légèrement au coin de ses lèvres de marbre. Elanor monta sur scène. Je décerne par la présente à Lady Isolde le titre de « Dame la plus audacieusement présente ». Confusion polie. Ce qui, soit dit en passant, est maintenant la nouvelle catégorie de ce concours, ajouta Éléanore. Verna cria dans son coussin de poudre d'arsenic et s'évanouit. Claribel l'a éventé avec une feuille de chou. Cette nuit-là, alors que Lucien dévoilait un 2e portrait d'Isolde, cette fois avec la bouche ouverte, en plein rire, la cour réalisa que quelque chose de dangereux avait pris racine. Joie. Et là où la joie vivait, le contrôle mourait. Chapitre 6. Épreuve, torche et la tâche. Entendu à travers le royaume. Cela a commencé, comme la plupart des tragédies ridicules, par une tâche. Pas une liaison scandaleuse, pas un duel raté, pas même un sonnet traître. Juste une petite tache circulaire, juste sur la joue de la duchesse de Cagmire, pendant la prière du matin. La cause, une larme indésirable.
provoquée par rien en particulier, sauf le souvenir tragique du furet de son 5e mari. L'effet: cataclysme. Le rouge de la duchesse, une pâte de haute qualité mélangée d'arsenic et de rêves d'huîtres écrasées, se répandait sur sa joue autrement porcelaine, à la vue de toute la cour. Au petit déjeuner, Lady Verna a crié si fort qu'une tapisserie s'est évanouie. La viande s'échappe, rugit-elle en renversant une soupière de bouillie crémeuse. Dans l'heure qui suivit, le conseil de présentation morale, qui comprenait 5 évêques poudrés, 3 statues de cire et la tante Mathilda de quelqu'un, convoqua un tribunal d'urgence. Leur objectif: restaurer l'ordre, la décence et la matification dans le royaume. Leur bouc émissaire: Isolde. Accusée de encourager l'émeute épidermique et inspirer des troubles liés à la couleur, elle fut traînée devant le tribunal dans une procession si dramatique qu'elle nécessitait 3 chevaux et une machine à brouillard empruntée au Théâtre Royal. Ces accusations furent lues par l'archevêque de complexion lui-même, qui avait récemment commencé à parler en vers rimés. Cette jeune fille ici, avec des joues en feu, a causé à nos poudres une grande tristesse. Elle mène une parade rougissante et maudite, et ose sourire, sans peur. Isolde se tenait fièrement, vêtue de ce qui ne pouvait être décrit que comme un beige rebelle. « Je plaide extrêmement non coupable, » dit-elle, et aussi perplexe quant à la raison pour laquelle l'un d'entre vous est en charge. Des soupirs. Quelqu'un a laissé tomber une perruque poudrée. Lady Verna s'avança avec ses preuves, un tableau de taches, un flacon de gloss à la betterave et une petite sculpture intitulée « Femme riant sans permission ». Son visage même est une rébellion, cria Verna. Son expression, vivante. Sa peau, ouverte, elle a des pores, votre grâce, pores. La cour se recula. Éléanore observait depuis son perchoir sur le balcon, murmurant silencieusement le mot « pour eux » dans la confusion. Lucien, s'étant déguisé en moine particulièrement sarcastique, esquissait furieusement depuis l'arrière. Le procès a duré 7 heures, avec témoignage d'experts d'un ramoneur qui avait autrefois confondu le teint saint d'Isolde avec de la suie. Il a ensuite été payé pour se rétracter. Un intermède musical par les acolytes de Verna, ode à la pâleur, avec des battements d'éventail synchronisés. Une reconstitution dramatique d'Isolde appliquant du fard, interprétée par 2 acteurs sous-payés et un chou. Au crépuscule, les juges se retirèrent dans leur loge de maquillage. Les délibérations ont duré 3 heures, 6 pauses vin, et une violente dispute sur la texture appropriée de la peau, moralement acceptable. Enfin, le verdict fut rendu. Coupable. Sa sentence? Pas la mort, trop désordonnée, ni l'exil, trop dramatique, mais quelque chose de bien pire. Correction permanente du teint. Un rituel rarement évoqué. Les murmures l'appelaient le blanchiment. Isolde serait dépouillée de toute trace de sa teinte naturelle et plongée, littéralement, dans le vaisseau sacré de lait de neige, un composé alchimique si pâle qu'il était légalement considéré comme une arme. Les préparatifs commencèrent. La cuve était remplie. La cour se rassembla. Éléonore, silencieuse trop longtemps, se leva enfin. Je m'oppose. Plus de soupirs. Un noble s'évanouit en arrière dans un moule à geler. Cette cour a été formée pour maintenir la beauté, continua Éléonore. Mais qu'est-ce que la beauté si elle écrase la joie? Si elle efface le rire, la peur, les taches de rousseur, la vie, Lady Verna siffla. Tu prends le parti de la chair? Je prends le parti de la liberté, dit Éléonore. Même si cela implique un peu de brillance sur le nez. Un silence abasourdi.
Isolde s'approcha de la cuve, fit une pause, puis prit la houppette la plus proche, la trempait et le lança sur le front de l'archevêque. Cela a frappé avec un plou digne. KO. Lucien sauta sur scène avec une palette comme une épée. Qui veut retrouver son âme peinte? Claribel cria « Aux sourcils !» Les jeunes filles se révoltèrent. Le rouge s'envola. Les perruques sont tombées. Quelqu'un a lâché une oie sauvage, peut-être symbolique. Lady Verna cria en étant ensevelie sous une avalanche de rougeur. Et à travers tout cela, Isolde se tenait au sommet du bac, les joues radieuses, les bras levés, criant « Vous ne pouvez pas interdire un sourire !» Le tribunal ne serait plus jamais le même. Cette nuit-là, sous la lumière de la lune, les portraits d'Isolde furent dévoilés à des foules en liesse, une avec la tête haute, une avec les yeux en feu, une scandaleusement, avec des rides de rire visibles. Ils l'ont appelée la tache entendue dans tout le royaume. Et cela a tout changé. Chapitre 7. Évasion de l'élégance. Le grand exode de poudre. Le lendemain de la grande rébellion du Rouge, Ardenne se réveilla avec la gueule de bois d'un royaume qui avait accidentellement goûté à la liberté et peut-être à la betterave. Chaque couloir murmurait révolution, chaque miroir reflétait la confusion. Tous les salons de beauté étaient à court de vinaigre. Lady Verna n'avait pas été vue depuis son enterrement dramatique sous 47 livres de rouge. La rumeur disait qu'elle s'était échappée par une trappe dans le cabinet à phare et qu'elle se cachait maintenant à la campagne, planifiant son retour avec rien d'autre qu'une cuillère et un pot de pâte de perles. En son absence, le palais était tombé dans une gloire chaotique et radieuse. Les servantes se faisaient des tresses librement. Les nobles discutaient de leurs sentiments à voix haute. Claribel a organisé un cercle d'appréciation des pommettes non autorisées. Mais le pouvoir abhorrait un vide, surtout un vide non rempli de talc. Bientôt, le ministère de la beauté traditionnelle, désespéré et tacheté, a riposté. Ils ont adopté la loi beige, interdisant tous les pigments non bénis par l'ordre sacré de la fadeur. Les punitions étaient rapides. Brigide a été condamnée à une semaine de réflexion morale dans une tente à brouillard parfumé. Un page de 12 ans a été arrêté pour avoir dessiné un smiley sur son genou. Quelqu'un a été publiquement exfolié. Isolde savait ce qui allait suivre. « Ils vont tout fermer », murmura-t-elle. Chaque sourcil, chaque tache de rousseur, chaque souvenir de ce que cela signifiait de se sentir réel. Lucien leva les yeux de là où il dessinait un pigeon avec un eyeliner. « Alors on s'en va, dit-il. Nous prenons l'art, le pigment, les pores, et nous courons. Où? Quelque part où nous pouvons respirer. » Et c'est ainsi que cela a commencé, le grand exode de la poudre. Des dizaines de jeunes filles, d'artistes, de révolutionnaires accidentels et un jongleur très confus se sont rassemblés sous le couvert de la nuit. Ils avaient emporté du rouge à lèvres, de vrais pinceaux, des sérums pour faire repousser les sourcils et assez de betteraves pour fonder un empire de salade. Claribel a apporté des collations. Brigide a apporté des bandanas. Isolde apporta le portrait, étroitement enveloppé dans une cape, battant comme un second cœur. Ils se faufilèrent par la porte et déguisés en une pièce de théâtre itinérante intitulée « Les conséquences des soins de la peau ». Ça a marché. Personne ne regardait. Au-delà des murs, la liberté sentait la mousse humide, les châtaignes grillées et absolument aucune craie en poudre. Ils se dirigèrent vers le nord, en direction des collines de Wildmere, un endroit si éloigné que même la mode l'avait oublié. En chemin, ils rassemblèrent plus de partisans.
une tavernière avec des pattes-doigts et des rêves d'opéra. Un fermier qui peignait ses vaches pour s'amuser. 3 moines qui avaient secrètement amassé du rouge pour des raisons liturgiques. Leur caravane grandit, leur légende a fleuri. Ils se sont appelés les naturalistes, un nom qui a causé quelques confusions jusqu'à ce qu'ils précisent que ce n'était pas ce genre de mouvement. Les nouvelles se répandirent rapidement. La cour royale a paniqué encore plus vite. Une prime a été mise sur La Sourcilière, le nouveau et légèrement malheureux titre d'Isolde. La princesse Éléonore, désormais reine de facto, a essayé de ralentir les éléments les plus fanatiques du royaume. Mais Lady Verna, ressuscitée, repoudrée et chevauchant une charrette de craie, revint à la capitale. Elle a appelé à une purification sacrée. « Nous allons blanchir les pécheurs de la mémoire », déclara-t-elle, « même si nous devons utiliser la formule ultra-blanchissante. » La confrontation finale était inévitable. Cela arriva à l'aube. Isolde se tenait sur les falaises de Wildmer, le portrait derrière elle, la caravane rassemblée. À travers la vallée venait la garde de poudre, éblouissante en beige, criant au sujet du salut. Verna les conduisait, les yeux fous, les joues scintillantes d'un highlighter de combat. Isolde fit un pas en avant, tenait le portrait, et avec la voix de quelqu'un à qui on avait un jour dit que ses pores étaient émotionnellement agressifs, elle déclara « Nous ne sommes pas votre toile, nous ne sommes pas votre moule. Nous n'avons pas peur d'être vus. » Puis elle fit l'impensable. Elle a embrassé Lucien, directement sur la bouche, en public, sans d'abord éponger ses lèvres. Verna cria si fort qu'un arbre tomba mort. La garde de poudre hésita. L'un laissa tomber son nuage. Un autre essuya son front et sourit. Et c'est ainsi que l'armée s'est effondrée. Certains ont rejoint les naturalistes. Certains pleuraient. Certains ont commencé à vendre du gloss artisanal pour les joues. Le chariot de Verna s'est renversé et l'a enseveli dans une ultime avalanche de beige. Wildmer était libre. Et le monde, lentement, merveilleusement, commença à changer. Le contenu des chapitres 1 à 7 reste inchangé ci-dessus. Chapitre 8. L'héritage des rides de rire. Les années passèrent. Dans les collines ondulantes de Wildmer, désormais affectueusement connues sous le nom de République rouge, un nouveau monde a fleuri. Fini les chambres de blanchiment, les masques au vinaigre, la persécution en poudre, à leur place, des champs de fleurs, des séances de croquis en plein air et des troupes de danse interprétatives non autorisées exprimant la résilience émotionnelle à travers la chorégraphie des sourcils. Les naturalistes étaient passés d'une caravane rebelle à une commune prospère et colorée. Les enfants couraient partout, couverts de confitures et de joie. Les hommes et les femmes portaient ce qui leur plaisait. Brocart, toile de jute, rien. Tout le monde avait des pores. Tout le monde était terriblement heureux. Au centre de tout cela se trouvait Isolde, toujours radieuse, toujours pas épilée. Maintenant dans la quarantaine et d'une manière ou d'une autre plus dangereuse que jamais. Son portrait, celui qui avait tout déclenché, pend maintenant dans la grande salle des visages honnêtes. Il était flanqué de fresques, y compris la mosaïque expérimentale de Brigide, entièrement composée de taches de rouge à lèvres, et le portrait d'un rire qui a tué un duc, de Lucien. Pas au sens littéral, bien que le duc ait effectivement subi un choc sévère et soit tombé dans un fossé. Isolde animait des salons hebdomadaires intitulés « La douceur radicale et autres menaces pour l'Empire ». Claribel avait ouvert la première taverne positive aux taches de rousseur du royaume, le Navet rougissant.
Lucien, il peignait, il aimait, il a inventé quelque chose appelé eyeliner émotionnel. Ça coulait seulement quand vous le vouliez. Et Verna, elle a fini par refaire surface, dans une foire itinérante appelée le musée de la beauté perdue de Madame Beige, où elle vendait des coussins à poudre souvenir et murmurait sur les dangers du sourire. Elle prétendait que sa charrette était hantée par du rouge à jour rebelle. Personne ne contesta cela. De retour à la cour des Ardennes, la princesse Éléonore, maintenant reine Éléonore, avait réécrit les lois de la beauté par un seul décret. Que chaque femme soit son propre miroir. Il y a eu des couacs, bien sûr. Une guilde de mode rebelle a essayé de réintroduire l'étiquette sans sourcils. Ils ont été ris hors du Parlement. 2 fois. L'archevêque du Complexion s'est retiré dans un monastère en bord de mer et anime maintenant un podcast sur les soins de la peau. Et 1 fois par an, chaque année, les habitants de la République rouge se rassemblent sous les étoiles. Ils portent ce qu'ils veulent. Ils mangent trop. Ils boivent du vin avec des baies flottantes dedans, et ils rient. Fortement, sans peur. Leurs rides se creusent. Leurs yeux se plissent. Et c'est là, chers lecteurs, leur héritage. Pas de couronne, pas une règle, pas une statue poudrée à chuchoter, mais des rides de rire. Preuve qu'ils ont vécu pleinement, qu'ils ont été vus. Qu'autrefois, une fille nommée Isolde regardait un monde qui lui disait qu'elle avait trop de visages, et lui montrait le sien quand même.